J'invite nos conférenciers à me rejoindre pour cette première table ronde qu'on a intitulée « Agriculture régénératrice, enjeux techniques et conduite de la transition ». Il faut juste que je décale. Oui. On va se décaler. Donc, nous accueillons Diane Mazur, agricultrice, et du réseau APAD, et chef d'exploitation, Anne Trombini, directrice de l'association PADV pour une agriculture du vivant, Sébastien Roumégous, CEO de Biosphère, et Pauline Avila, chargée du projet Transition vers une agriculture régénératrice, tout un programme, du pôle de compétitivité d'Agri Sud-Ouest Innovation. Je vais y arriver. Donc, je vais commencer par Diane Mazur, qui est notre agricultrice, on va dire, présente sur ces tables rondes. D'abord, Diane, merci d'être présente. On sait que pour un agriculteur, une agricultrice, c'est pas facile de se libérer du temps. On vous remercie à double titre parce qu'on sait aussi qu'il y a l'AG du réseau APAD, de l'association APAD aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Si je commence par vous, c'est parce que vous faites partie des précurseurs de ce groupe dont on va parler tout le long de la journée avec les invités en première table ronde, mais aussi lors de la deuxième table ronde. Ces agriculteurs qui ont, comme l'a dit Michel, par le bas, par eux-mêmes, réfléchi, changé leurs pratiques et qui aujourd'hui sont regardés comme des modèles, qui donnent la voie à suivre. Donc c'est pour ça que je commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord votre formation, votre parcours, et puis présenter votre exploitation? Oui. Prenez un micro et puis mettez-le bien près de votre bouche. Allô? Oui, ça fonctionne. Donc bonjour, donc merci de m'avoir invité. Merci Monsieur Dubois de vos commentaires sur les agriculteurs. J'étais bien honorée d'être une agricultrice de l'APAD en plus, trop bien. Et donc aujourd'hui, même si c'est la Sainte Diane, j'espère que ce ne sera pas ma fête en tant que seule représentatrice de l'agriculture qui va parler en table ronde aujourd'hui. Voilà. En gros, qui je suis? Donc, je suis ingénieur agronome. Alors, on peut faire de l'agriculture de conservation des sols sans être ingénieur agronome, je vous rassure, malgré le fait que ça soit une élite. Et j'ai d'ailleurs, j'en parlerai. J'ai repris l'exploitation familiale il y a seulement 10 ans. Donc, vu mon âge, j'ai fait d'autres choses avant. Et donc, j'ai travaillé à l'international et j'étais professeur, consultant. J'ai fait un cours qui s'appelait, en 2000, je faisais un cours qui s'appelait Le sol et la vie du sol. Donc, une problématique sur le sol qui m'a toujours passionnée. J'ai repris une ferme familiale de 115 hectares dans le sud de l'Aube, sud de la Champagne, en polyculture. Donc, comme l'a dit M. Dubois, alors moi j'ai à peu près 11 cultures aujourd'hui. En fait, je regarde combien j'ai de cultures aujourd'hui, sans parler bien sûr des intercultures. Donc, je fais des céréales, des légumineuses alimentaires, des semences, du chanvre. Et je suis sur un potentiel argilo-calcaire superficiel. Donc, c'est pas. J'ai une de mes parcelles qui s'appelle la lande de misère. Mais ça donne un petit point de vue du potentiel. Mais ça va très bien. Donc, je suis assez engagée localement. Donc, je suis administrateur du GDA, de la chanvrière, puis. Je raconterai après. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la GDA? Le GDA, pardon, groupe de développement agricole. Donc, le mien est animé par la Chambre d'agriculture, la chanvrière, coopérative La Chanvrière, première du monde, autant le dire. Mince. Puis donc, de l'APAD locale, puis je suis maintenant à l'APAD nationale. Mon exploitation, donc dès que j'ai repris, je pourrais dire que j'ai toujours été en agriculture conservation des sols, puisque dès que j'ai repris, nous avons converti l'exploitation en agriculture conservation des sols parce que pour moi c'était une évidence agronomique. Et en 2015, on a certifié 25% de l'exploitation en agriculture biologique dans un objectif très défini au départ, qui était d'être obligé d'acquérir les connaissances sur l'agriculture biologique. Donc je considère toujours que j'acquiers des connaissances. On en parlera tout à l'heure. Je ne considère pas forcément que il y a certains aspects que j'aime et certains aspects que j'aime pas. Mais je crois que vous vouliez que j'en parle après, donc j'en parle après. L'agriculture conservation des sols, elle a été très bien définie, toujours les trois piliers. Alors on dit, la pâte parfois a l'air d'être des horribles, très... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Un peu trop rigoureux. Non, l'agriculture conservation des sols, il y a 3 techniques. Il y a malheureusement aussi, parfois, on peut avoir un travail superficiel du sol sur certaines cultures de printemps. Moi, je reconnais que aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à faire du chanvre en semi-direct. J'ai encore fait un essai sur un petit bout de parcelle, en plus avec un couvert pluriannuel. Il n'a pas levé. Pour l'instant, il n'est toujours pas levé. J'ai de l'espoir, mais pas beaucoup. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je vois, moi, dans les services écosystémiques de l'agriculture conservation des sols? Je vois que j'ai une production qui est tout à fait équivalente à celle de mes voisins, voire même
dans les situations un peu extrêmes de ces dernières années, je vais moins de variations, donc je dirais une certaine résilience. J'ai une augmentation de la matière organique, et donc avec des avantages pour moi en tant qu'agriculteur, hein, c'est-à-dire une meilleure structure du sol, une meilleure résilience, moins d'érosion. Et puis pour la société, hein, l'augmentation de la matière organique, ça veut dire plus de carbone dans les sols, une augmentation de la biodiversité, une meilleure préservation des ressources en eau. J'ai une augmentation de la biodiversité chez moi, hein, ça veut dire pour moi, agriculteur, un certain contrôle des ravageurs. Donc, je vous parlerai de ça aussi, mais donc une diminution des IFT. Pour la société, la biodiversité, on sait très bien que c'est fondamental. Et puis, les conséquences de tout ça, c'est une diminution des intrants, moins de travail du sol, ça veut dire moins de gazole, plus de fertilité, ça veut dire moins d'azote, et plus de biodiversité et utilisation des contrôles des ravageurs, ça veut dire moins de phyto. Et vos rendements Ce que je disais, mes rendements, j'ai des rendements tout à fait équivalents à mes voisins. J'ai aucun complexe de parler de mes rendements. Mais je vous parlerai, j'avais prévu de ne pas le dire maintenant, mais donc sinon, si je regarde, en matière organique, j'ai une augmentation entre 0,1 et 0,15 par an dans mes sols, sauf dans ma parcelle bio. En IFT, j'ai une diminution énorme dans mon IFT hors herbicide, hein, puisque je suis quasiment nul, mais je ne m'interdis pas, comme par hasard, par exemple cette année où mes pauvres petites vesses se sont toutes fait manger au cytone, j'ai quand même utilisé un insecticide, mais c'est exceptionnel dans mon exploitation. Mais donc j'ai un IFT hors herbicide qui doit être à 0, quelque chose. En revanche, mon IFT herbicide est équivalent à celui de mes voisins aussi, hein, en dessous de la moyenne régionale, mais pas beaucoup moins. Mais il faut savoir que même si j'ai un IFT herbicide qui est encore élevé, je me suis retiré une des actions de désherbage qui s'appelle le travail du sol, donc c'est pas négligeable. Et puis en marge brute, puisque vous parliez, j'ai une augmentation de la marge brute c'est ce que me disait mon comptable. Ah, votre chiffre d'affaires diminue, oui, mais ma marge brute augmente. Donc, oui, parce que vos rendements restent les mêmes, mais vos charges diminuent. Voilà, donc j'ai une marge brute qui augmente. Okay. Donc, comment est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose de généralisé quand on fait de l'ACS ou de l'agriculture de conservation des sols? Moi, je ne vais jamais m'engager pour les autres. En fait, les principes de l'ACS, hein, les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure, on voit des résultats et chaque agriculteur va adapter son cheminement à ce qu'il voit. C'est toujours pareil. Hein, on parle de spirale vertueuse. C'est que quand vous augmentez la matière organique, il y a un super schéma de Pascal Boivin qui montre tous les avantages. C'est une droite rectiligne. Quand vous augmentez la matière organique, vous avez énormément de fonctions du sol qui vont apparaître. Et donc, vous avez des résultats. Donc, chaque agriculteur, va s'améliorer, va s'adapter. Donc, je parle de mon exploitation. Je ne vais pas m'engager pour les autres agriculteurs, mais c'est ce que je raconterai après. Mais je suis avec tous les gens que je connais autour de moi qui sont passés en agriculture de conservation des sols, ils sont toujours. Oui, justement, qu'est-ce qui vous a mené à l'agriculture de conservation des sols? Est-ce que vous avez fait des rencontres ou est-ce que vous avez, il y a eu des événements ou des expériences particulières? Alors, je disais tout à l'heure que que pour moi, c'était une évidence agronomique. Alors, même en 1992, à l'agro, on parlait déjà d'agriculture de conservation des sols. Hein. Comme quoi, la formation n'est pas si mal. Hein. Et j'ai commencé aussi J'ai aussi commencé en première expérience au Brésil. Donc, c'est tout à fait quelque chose que j'avais vu. Et c'est bien quelque chose qui était déjà bien en place. Alors, plus de la culture sous ligne de niveau et ce genre de choses-là. Et donc, quand j'ai repris l'exploitation, j'ai eu la chance de tomber sur un mentor, un vrai pionnier qui avait été déconsidéré par ses pairs pendant 20 ans et qui nous a suivis sur l'agriculture de conservation des sols. Donc, ce que je disais, c'est étonnamment, 2 ans après que j'ai commencé l'agriculture de conservation des sols, un groupe du GDA local, un groupe innovant s'est créé avec une quinzaine d'agriculteurs locaux. Et donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, hein, c'est l'importance du groupe pour partager les expériences, les échecs, pour justement aussi... on a des spécificités locales hein, sur les couverts qui marchent, les couverts qui ne marchent pas, et puis une relation de confiance. Est-ce que vous pensez que sans ce groupe, sans la force du groupe, sans cette rencontre, sans ce mentor, vous y seriez allé quand même? Sans le mentor, je me serais pris plus d'échecs. C'est vrai que quand c'est un peu la notion de risque, hein, quand vous vous lancez, ce n'est pas forcément un risque de production, mais c'est un risque de changement. Tout changement est risqué. Moi, en l'occurrence, ma belle famille ne faisait pas de l'agriculture de conservation des sols. Je me prenais aussi le risque de m'en prendre plein la figure, ce qui est d'ailleurs le cas, donc ça a bien marché. Non, et c'est fondamental. Hein. Donc c'est vrai que
C'est vrai que d'ailleurs, le fait qu'on soit retrouvé à être une quinzaine d'agriculteurs qui sont plutôt des bons, mais sans être tous ingénieurs agronomes, hein, aucun d'autre d'ailleurs, en l'occurrence, ça aide à faire le pas. Et pour moi, c'est fondamental. Hein, en découvrant, suite à ce groupe d'agriculteurs locaux, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, et c'était un peu l'objectif, j'ai cherché un peu. J'ai d'ailleurs été voir une réunion à PADV et à l'APAD, et j'ai trouvé que j'ai bien aimé le groupe APAD juste au sud de chez moi, du nord de la Bourgogne. Et donc, ce qui m'intéressait chez eux, c'était l'aspect technique, c'était la mise en place de couverts pluriannuels. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais l'idée, c'est d'avoir un lotier qui dure sur un lotier ou un trèfle blanc intermédiaire qui dure sur plusieurs années, qui normalement apporte de l'azote, bien évidemment, mais doit essayer de gérer les adventices et puis d'essayer de le garder de plusieurs années. Donc, on ne le replante pas, du coup. C'est vraiment... c'est ça ? On ne le replante pas, du coup. On ne le replante pas. C'est extrêmement technique. J'ai toujours pas réussi. Mais en revanche, c'est bien d'être plusieurs pour essayer, pour tenter. Certains y arrivent mieux que moi, il n'y a pas de doute sur la question. C'est justement un peu la spécificité de chacun des exploitations. Donc, et en découvrant l'APAD, il y avait quelque chose que je trouvais absolument génial, c'est qu'ils organisaient les journées du patrimoine. On ouvrait des fermes en défendant le patrimoine sol et biodiversité. Alors ça m'a beaucoup plu sur le principe. Hein, surtout que c'était l'été 2018-2019, les problèmes d'agribashing. On parlait que c'était à cause des agriculteurs qui avaient des inondations à Paris. Il y avait le rapport de la MSA sur le taux de suicide chez les agriculteurs. Et de commencer à m'impliquer sur une vision positive de l'agriculture, pour moi, c'était important. Et je trouvais que c'était bien de dire que les agriculteurs étaient participés à la restauration, au patrimoine sol et biodiversité et paysage dans le paysage agricole, dans le paysage français même. Donc, j'ai fait ma première journée du patrimoine en 2019. On avait 300 personnes. La deuxième en 2020, entre les deux confinements, on a eu 450 personnes. Et avec un très très bel accueil. Les gens qui sont venus étaient que des gens passionnés sur le sol, parce que quand même, je les attirais que en disant on va vous parler du sol, de l'agriculture et du sol. Donc avec les grands classiques, hein, un profil de sol, on leur fait toucher le sol, beaucoup de choses comme ça. Et donc mon objectif, c'était vraiment d'avoir une vision positive de l'agriculture. Et c'est un peu là où je suis passé je suis un agriculteur dans mon coin, à faire mon agriculture conservation des sols, et s'il y en a qui veulent faire pareil, c'est très bien, je commence à en parler, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Et en découvrant l'APAD, j'ai aussi découvert à ce moment-là le réseau national. C'était juste le moment du lancement du label Au cœur des sols. Et voilà, donc finalement, en m'étant ouverte sur les autres, plus sur une idée de montrer l'agriculture au grand public, je me retrouve à nouveau sur la partie agriculteur, c'est-à-dire développer un label qui parle d'agriculture conservation des sols. On a notre engagement en carbone. Donc l'APAD a posé au ministère de l'Environnement un projet avec 230 agriculteurs qui ont déjà dit qu'ils faisaient confiance à l'APAD pour vendre leur crédit carbone, il n'y a qu'à. D'ailleurs, s'il y a des entreprises qui sont intéressées, je vous en donnerai l'adresse à la fin. Il doit y en avoir quelques-unes ici. En tout cas, il n'y a pas de problème, c'est un projet porté par des agriculteurs. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était que ce qui est important, c'est, donc vous l'avez dit, hein, c'est que l'agriculture conservation des sols, elle est venue de la base, elle est venue des agriculteurs. Parfois, vous parliez aussi, hein, la vision paternaliste, on entend des gens qui parlent de leurs agriculteurs, il va falloir soutenir les démarches. Alors, n'oublions pas, ça vient l'agriculture conservation des sols, c'était déjà une démarche des agriculteurs. Ils ont toujours eu un certain intérêt à observer ce qui se passe dans leurs champs. Diminuer les intrants, c'est toujours quelque chose aussi qui est important. Il y a des capacités techniques. Et moi, je reconnais, avec ma petite tête d'ingénieur agro, quand je suis arrivé agriculteur, j'avais un a priori. Et dès que je suis rentré dans les milieux agricoles où les gens s'investissent, j'ai été sidéré par le président de la Chanvrière, qui est agriculteur, tout le conseil d'administration, tous les conseils d'administration de coopératives, de groupes agricoles, parce que je me suis intéressé à cela, mais je sais que sur les marchés à terme, les agriculteurs savent super bien jongler. Moi, je ne sais pas le faire. Je veux dire, c'est irréel. On oublie à quel point l'agriculteur a besoin de cette autonomie, a les capacités d'être totalement maître de ce qu'il veut, et il le souhaite. Donc, c'est bien ça qu'il ne faut pas oublier. C'est cette notion que l'agriculteur, ce qui est important pour lui, c'est d'être maître de son destin, et qu'il a besoin de cette autonomie, qu'il a besoin aussi d'épanouissement et de rentabilité, d'où une certaine reconnaissance de la société.
Vous avez l'impression d'avoir acquis une certaine autonomie dans votre parcours justement en ACS. Ça fait écho à votre expérience. Alors, c'est bien ça aussi l'avantage de l'ACS, c'est qu'on peut prendre des risques à changer ses techniques et chacun sait mesurer son risque. Donc moi, je pense que justement avec mes cultures de printemps, j'en ai beaucoup, je suis toujours en train de prendre un risque. Mais on n'est pas obligé non plus. Il y a des choses qui marchent très bien. Faire une culture d'hiver, ça pose aucun problème en ACS. Je veux dire, il n'y a aucun risque. S'il y en a qui veulent se convertir aujourd'hui, je leur donnerai les moyens. Là-dessus, il y en a certains qui pensent, alors je parle bien sûr de grande culture, hein, je suis dans une exploitation de grande culture, je sais qu'à la PAD, 50% des labellisés sont aussi en élevage, donc ça, je m'y connais moins, mais il n'y a tout à fait aucun problème pour que l'agriculturation des sols se mette en place avec l'élevage. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Quand on parle d'ACS, d'agriculture de conservation des sols, on pense plutôt aux céréales, aux cultures céréalières, grande culture. Alors que justement, on sait très bien que la dynamique d'un sol, je veux dire, c'est le retour de la matière organique au sol, ce qui se fait tout à fait avec de l'élevage. Merci beaucoup, Diane, pour ce témoignage. Je vous ferai intervenir suite au témoignage de mes autres conférenciers. Et je donne la parole à Sébastien Roumégous. Donc Sébastien, vous êtes cofondateur du Centre de l'agroécologie, une filiale de Biosphère créée en 2013. Je vous laisse vous présenter un peu votre travail, Biosphère, et puis comment vous travaillez avec les agriculteurs. Merci en tous les cas pour les deux présentations que j'ai trouvées très intéressantes. Alors nous, j'ai fondé le Centre de développement de l'agroécologie à l'époque parce que justement, je voyais des agriculteurs extrêmement innovants. Je voyais des choses sur le terrain. Moi, je suis issu de famille agricole. Alors c'était une autre forme d'évolution et de révolution à l'époque, puisqu'on a été pionnier dans la révolution verte et dans les systèmes de monoculture de tomates hors sol, dans le sud de la France. Donc c'était une autre forme d'évolution, une autre nécessité, une autre époque. Et aujourd'hui, les 10 hectares de multichapelles sont passés en bio, arboriculture et puis maraîchage, qui est notre métier historique, avec des postures un peu agriculture de conservation. Donc il y a une sorte de continuité, il y a d'autres époques, et je pense que c'est important de le signifier. À chaque époque, ses nécessités. Et quand, on va dire, j'ai repris l'école, parce qu'après avoir fait 3 ans sur exploitation familiale et dans diverses exploitations, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'investir plutôt en tant que technicien ingénieur dans un premier temps, puis ça m'a pris. Et j'ai été notamment sur des fermes en ACS, aussi des padawans de Lucien Segui, feu Lucien Segui, qui a quand même fait un travail extraordinaire et qui nous a permis à tous de démarrer cette aventure incroyable qu'est l'agriculture de conservation. Et je me suis dit très tôt, c'est le sol, la clé de voûte d'un système agricole durable. Voilà. Certes, les pesticides, les engrais, on peut en parler tant qu'on veut, mais ce n'est pas la première priorité. La première priorité, c'est la santé des sols, c'est la fertilité des sols, c'est ce volet carbone. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais ce n'était pas évident il y a 10-12 ans quand on a démarré. Et donc, je me suis dit, il faut créer une structure qui soit dans un profond respect des praticiennes, parce que c'est eux qui innovent et ça vient du terrain. Et en même temps, qui puisse dialoguer avec une forme de recherche, une forme finalement de conseil qui puisse structurer et apporter un peu de généricité à ces pratiques-là. Et ça a donné naissance au Centre de développement de l'agroécologie, qui est aujourd'hui un peu le pôle R&D et développement de terrain, où on travaille finalement sur du développement agricole, mais toujours dans une notion de coach et de mentorat ou de choses comme ça, de mise en relation plutôt que de préconisateur. Voilà, nous on sait, et puis on va venir vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous travaillez plutôt avec des agriculteurs ou des filières, des coop? On travaille avec l'intégralité de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, le CDA travaille beaucoup plus avec les agriculteurs sur le terrain, à mettre en place des expérimentations avec eux et pour eux. Et puis j'ai créé Biosphère justement parce que j'avais tellement de demandes de la part des industries agroalimentaires ou des industries du luxe pour travailler avec eux qu'il fallait que je crée un bureau d'études capable de dialoguer avec ce type de structure qui a besoin de reporting, qui a besoin d'une autre façon de fonctionner. Et ça a donné naissance finalement à Biosphère, qui aujourd'hui rassemble un bureau d'études, on va dire un pôle de recherche et développement de terrain, un laboratoire où on fait des analyses ADN des sols et puis un centre de formation où on forme à peu près 1000 opérateurs par an, techniciens et agriculteurs. Et j'appuie sur le fait que c'est très important d'avoir ce lien technique-terrain. Nous, on a un directeur technique sur chaque filière parce qu'effectivement l'agriculture de conservation, du vivant ou régénératrice fonctionne en viticulture, en arboriculture, en grande culture, en élevage. Et donc on a un directeur technique par filière qui sont tous soit agriculteurs encore aujourd'hui, soit qui ont été. Parce que c'est important d'avoir cet ancrage terrain. On ne doit pas faire de l'agriculture théoricienne. Et d'ailleurs, si on entend beaucoup, ce qui a été dit, c'est de laisser erreur.
Et on a parfois beaucoup trop de peur d'aller agir. Agir sur des petites surfaces pour tester, c'est finalement presque plus important que de faire un grand modèle théorique qui semble sur le papier très sécurisé, mais dès qu'on arrive sur le terrain, on se confronte. Parce que l'année climatique, parce que les types de sol, parce que la qualité d'exécution, parce que le matériel. Et donc c'est important de travailler vraiment de concert. Donc comme du ça. Voilà. terrain, des agriculteurs. On essaye en tous les cas. Après, voilà, le vrai terrain, celui qui a raison, c'est celui qui est sur son exploitation. Donc, moi, je dis souvent à mes salariés, quand vous arrivez sur une ferme, c'est écrit sur le nom, la ferme. Tu écoutes d'abord, et après, tu proposes. À partir du moment où tu as compris les objectifs de la personne, est-ce qu'il veut du temps, est-ce qu'il veut de l'argent, est-ce qu'il veut un confort de travail, est-ce qu'il veut des lombriques, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi sa structure d'exploitation, et ensuite on collabore, on travaille avec lui pour aller vers ses objectifs, avec quand même une couche qui, moi, sont les valeurs de l'entreprise, c'est qu'à un moment donné, la régénération, c'est un processus continuel. Voilà, j'aime pas trop cette notion de préservation de la biodiversité ou des choses comme ça. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Et justement, qu'est-ce qu'on régénère? Alors voilà, alors la question c'est qu'est-ce qu'on régénère et comment on le régénère? Un désert n'a pas de fonction en quelque sorte. Qu'est-ce qui apporte une fonction dans un écosystème? C'est le vivant. La plante, la biodiversité, X ou Y. Il marche à quoi? Il marche à l'énergie. Aujourd'hui, on consomme tous de l'énergie. On est venu avec des voitures, des trains qui consomment de l'énergie. Nous consommons nous-mêmes de l'énergie qu'on brûle de ce qu'on a mangé. Cette énergie, la première énergie, c'est finalement celle du soleil, captée par les végétaux, qui après se distribue dans la chaîne du vivant. Donc en fait, la régénération, c'est simplement amener de l'énergie disponible dans un sol, dans un paysage, pour avoir une biodiversité, un niveau de biodiversité suffisant qui s'exprime. C'est pour ça qu'il faut un niveau de végétaux minimal dans un système de culture durable, au-delà des pesticides et des engrais. Donc les couverts végétaux, les rotations adaptées, la combinaison des cultures, par exemple la culture de céréales sur lotier, trèfle, vivant, ce sont des techniques très avancées. Pourquoi on travaille toujours avec le végétal? Pourquoi on parle toujours de matière organique? C'est parce que la plante faisant de la photosynthèse, c'est le seul organisme dans les écosystèmes terrestres qui massivement va capter l'énergie du soleil et la rendre disponible. Donc finalement, l'agriculture de conservation du vivant ou autre, c'est une agriculture qui a une grande efficacité à capter l'énergie du soleil par la photosynthèse et la redistribuer, avec une notion de compromis. Moi j'ai beaucoup aimé cette notion de... Il y a une agriculture qui veut faire de l'environnement, une agriculture qui veut produire, puis on fait une combinaison pour faire une agriculture performante. Je pense qu'on en est quand même là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'agroécologie un peu populiste. C'est facile, on a toujours les mêmes rendements, la même qualité, tout est simple, c'est les lobbies qui nous empêchent d'eux. Ça, je pense, c'est une vision aussi, un peu une vue de l'esprit. Il y a une complexité de mise en œuvre, et je pense que l'intelligence humaine, pour réussir à vivre à 10 milliards sur Terre en paix en mangeant, ce qui est quand même un vrai défi, il va falloir mettre beaucoup d'intelligence, mais quand même, cette notion de capter l'énergie du soleil par la photosynthèse et de créer des systèmes de culture où le végétal, finalement, le paysage agricole devrait être plus vert que marron en hiver, etc., va devenir un pivot, un pilier fondateur d'une agriculture vraiment durable, au-delà des clivages bio-pas bio, pesticides, pas pesticides. Et justement, est-ce que vous avez une définition de l'agriculture régénératrice? C'est toujours C'est la compliqué les question piège. définitions parce que ça sépare, ça met en boîte. Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est une agriculture grandement efficace pour capter l'énergie du soleil, la redistribuer dans les chaînes trophiques pour avoir de la biodiversité. Alors ça paraît un peu du verbiage dit comme ça, mais à partir de quand un lombric est fonctionnel dans mon sol pour me faire de la macroporosité, du drainage et stimuler ma vie microbienne? Est-ce que c'est à 200 kg? Est-ce que c'est à 500 kg? Est-ce que c'est à 1,5 tonne, à 2,5 tonnes? Moi aujourd'hui, ma position c'est que c'est au moins à 1,5 tonne, 2 tonnes. Qu'est-ce que ça veut dire pour alimenter une population de lombric? C'est un troupeau. Quand vous avez sur une ferme sans UGB, ils prennent 5 tonnes de matière sèche par an. Sinon, votre vache, elle perd de l'état corporel, puis elle produit moins, elle n'est pas bien. Donc ces lombrics, pour pouvoir tenir à 2 tonnes à l'hectare, il va falloir les alimenter avec quelque chose. Donc l'agriculture régénératrice, c'est de l'élevage de lombrics. C'est de l'élevage de biodiversité utile, je dirais, grâce à cette captation d'énergie du soleil par des couverts, par des plantes. Donc c'est une reconfiguration. Je ne suis pas sûr qu'il faille créer des définitions fixes, elles vont évoluer avec le temps. Et qui c'est qui les fait? Ce sont les agriculteurs. Et je répète, moi, mon grand-père est un pionnier de la révolution verte. On est parti vers des monocultures de hors-sol, mais quand Phil Clair est venu et qu'ils ont développé un brevet de serre ensemble, ils lui ont filé un truc de plastique, ils ont dit on s'en sert dans l'industrie, on ne sait pas quoi en faire, on pense que ça peut servir dans l'agriculture, on revient dans un an. Il a commencé à faire des chenillettes, puis après ça a donné des tunnels. C'est l'agriculteur qui a fabriqué ces innovations-là, en collaboration avec la recherche et les techniciens. On est en train de faire la même chose aujourd'hui. Il faut respecter cette chaîne d'innovation, je pense. Là, on parle beaucoup de la régénération des sols, là, d'améliorer l'état des sols, mais alors
ils sont comment initialement ces sols? Il faut nous faire un petit Je un viens petit du bilan. terrain, là, je reviens du sud-ouest, où on a beaucoup débattu. Les agriculteurs avec qui j'étais ou les techniciens m'ont tous dit, effectivement, on est arrivé sur la ferme, on est à 3% de matière organique, on a aujourd'hui un 1,2, un 3, un 4. Donc on voit bien qu'on a des systèmes de production qui viennent, mine de rien, miner un peu le sol en carbone. Le problème, pour moi, et c'est ma posture, on peut ne pas être d'accord, pour moi, un sol en dessous de 3, de 8, de 7, on commence à avoir une dysfonctionnalité acceptée sur certaines cultures. Et donc, il va falloir rehausser ce niveau de carbone, rehausser ce niveau de matière organique. Et donc, ça demande à un moment donné de prendre soin de cet écosystème sol et d'avoir un niveau de restitution de matière sèche, par les couverts, par le système de production, minimal. Moi, je l'estime autour de 15 tonnes, 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, si possible, pour maintenir au moins ces 2,5-3% de matière organique. Si on ne fait pas ça, c'est comme si vous et moi, on a besoin de 3000 kcal pour bien fonctionner dans une journée. Ben, si on m'en donne 1500, je vais avoir des problèmes métaboliques, je ne vais pas être bien. C'est pour moi quasiment comme le chaulage, l'entretien de matière organique. C'est quelque chose d'indispensable, c'est structurel. Donc l'entretien d'un sol, c'est des besoins en calories disponibles, en matière sèche, en végétaux. Ça peut se faire par des composts, des fumiers ou autres, ça peut se faire par des couverts végétaux, à la limite, moi je m'en fiche. Mais à un moment donné, ce bilan humique qu'on nous apprend à l'école et qu'on utilise trop peu dans le conseil, pour moi c'est ma première clé d'entrée. Est-ce que j'ai un bilan humique positif qui me permet de maintenir un taux de matière organique minimal? Et en France, on est comment? C'est dans les zones d'élevage, on arrive à maintenir des taux relativement corrects parce qu'on se met en rotation avec des prairies temporaires. Dans les zones de grande culture, on s'aperçoit que les machines sont de plus en plus importantes, de plus en plus de chevaux, de plus en plus de traction. Donc le travail de sol accélère la minéralisation, la perte de carbone. Et puis on a un autre phénomène, c'est malgré tout un système de production avec un bilan humique trop faible et donc une dégradation. Donc par exemple dans la zone où j'étais, on a une assise de matière organique à 1,2, 1,3, 1,4. Il y a des zones même dans le bassin parisien, on peut descendre en dessous de 1%. Donc on a une dégradation de la plupart des grandes plaines, pour moi, ça c'est certain. Et donc il va falloir gérer un système de culture qui permette de venir entretenir un taux de matière organique minimal, je pense. Mais ces agriculteurs qui ont un sol, on va dire, dégradé, qui n'a pas beaucoup de matière organique, ils s'en aperçoivent pas. Les rendements doivent chuter, j'imagine, Alors, quand on a... moi j'ai à la fois la chance et la malchance de travailler avec beaucoup de pionniers ou de gens très intéressés. Quand tu interviens pour des CUMA, par exemple, qui ont fait un investissement de matériel et ils doivent faire une formation labellisée Ecophyto, et puis que je débarque en parlant du sol, il y a quand même un vrai niveau de sensibilité. Mais la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, on a toujours un léger surcoût. Si par exemple, je ne fais pas de couverts végétaux et d'un coup, je dois tout inclure ça dans ma rotation, si j'ai ma série de matériel où je suis en labour combiné semis et que je n'ai pas du tout de matériel de semis direct, j'ai une sorte de frottement qui est un investissement pour passer d'un système à l'autre. Pour moi, c'est ça déjà, c'est un premier coup de la transition. Là, il y a un coup de pouce à donner. Après, il y a des petites victoires pas chères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains systèmes, je vois en vigne, parce qu'on parle beaucoup de grande culture, mais en vigne, dans le Médoc, je fais un couvert végétal, un rang sur 2 en vigne étroite, je limite 2 travails du sol au printemps, sur 50% de mes surfaces, parce qu'avec mon enjambeur, je passe tout le temps. Si j'ai un dégagement suffisant au niveau de ma vigne, ça ne change rien dans mes opérations, et j'ai fait des économies dès la première année, avec un couvert, qui est venu gérer une partie de ma dentille, je le casse juste avant les gels ou juste avant la période de contrainte en eau, et j'ai zéro risque. Donc là, j'ai une combinaison économie-agronomie qui est parfaite. Il y a ces combinaisons-là qui existent dans tous les systèmes. Il faut le trouver, et on le fait en collaboration avec les agriculteurs, souvent, mais de plus en plus, on a des références, je trouve. Mais en tout cas, c'est le travail la mission que j'ai donnée à mes équipes. Trouver des références qui marchent dans 80% des cas avec quelques adaptations. C'est le défi auquel, je pense, on doit tous répondre dans les 15-20 prochaines années pour stabiliser ces systèmes et qu'ils deviennent mainstream et très communs. Voilà. D'accord. Vous pouvez en 2 mots nous dire, vous suivez des agriculteurs de chez Pernod Ricard, des producteurs qui produisent pour Pernod Ricard. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'agriculteur que vous avez suivi, d'où vous êtes parti, d'où vous êtes arrivé? Alors, pour Pernod Ricard, il y a soit de la vitie, soit des grandes cultures. Après, c'est un programme qui commence, mais globalement, en termes de généricité, c'est assez simple. Nous, on fait une évaluation du système au démarrage, c'est-à-dire est-ce que je suis sur un système très classique, par exemple labour, combiné semis, monoculture dans le sud-ouest, monoculture de maïs, c'est le maïs qui est pris dans le cas de ces filières-là, ou alors en rotation avec du soja et des céréales. Il faut faire une évaluation du parc matériel, de la capacité de la personne à bouger, et après on va faire bouger cran par cran. Je pense que les grandes révolutions peuvent être problématiques, en tout cas c'est ma posture. Et donc, on va déjà commencer à se dire, est-ce qu'on a les bonnes combinaisons de couverts végétaux? Est-ce que les sols sont couverts suffisamment, indifféremment de je travaille le sol ou pas? Sur culture d'automne,
on peut rapidement se passer du labour. Je me demande même encore pourquoi on continue. Culture de printemps, on est sur des itinéraires plus compliqués. D'ailleurs, même on le voit en agriculture d'observation, quand on est très formé, il y a 2-3 petites ruptures techniques. Et on commence comme ça à aller en TCS, avec un parc matériel qui ne bouge pas trop, peu d'adaptation, des couverts végétaux, et déjà on a un effet amélioratif sur le système. Ensuite, niveau 2, et c'est là où on a un frottement au niveau de l'investissement avec le matériel, et c'est là où une coopérative peut jouer son rôle, ou un groupement de producteurs, ou des CUMA. Et donc derrière, on va partager un smart semi-direct. On va partager des machines de travail très superficielles qui peuvent venir lever un certain nombre de problématiques. On va créer des groupes de producteurs, ça c'est très important, l'échange. Je ne crois pas du tout à la posture individualiste. On l'a senti dans Exactement. Le témoignage de Diane. Et c'est cet échange qui permet de progresser. Et moi j'ai gagné en fait quand le groupe produit solutions auxquelles j'aurais pas pensé. Il faut avoir toujours cette humilité, l'intelligence collective de praticiens. Si elle dépasse nous les références qu'on a pu envoyer en cadre, c'est génial parce qu'on a une vraie adaptation au terroir. Et donc voilà, on a un niveau 1 simple, avec très peu de coûts, un niveau 2 plus complexe avec un investissement en machine, et petit à petit la connaissance progresse. Et en gros, un schéma de transition complet, pour moi, il prend entre 4 et 6 ans en fonction des systèmes. D'accord. C'est pas très long, mais c'est du moyen terme. Et ça, il faut le faire comprendre aussi. Et je suis très heureux d'ailleurs que les entreprises pour lesquelles on travaille comprennent ce temps de l'agriculture. C'est des feuilles de route à 10 ans, c'est des feuilles de route à 15 ans. On n'est pas là en train de pressuriser. Voilà. Par contre, on donne des ambitions et on essaie de collaborer. Mais ça, c'est incompressible pour passer à l'échelle, de mon avis. D'accord. Voilà. Sébastien Roumégous, je crois que vous travaillez pour une agriculture du vivant, Anne Trombini. Anne, on passe à vous. Vous êtes ingénieure avec une spécialité en développement durable. Depuis 2018, directrice de l'association pour une agriculture du vivant. Vous avez participé activement à sa création. Pour une agriculture du vivant, c'est une structure, je le confirme, tout à fait incontournable quand on parle d'agriculture régénératrice en France. En témoignent nos 2 tables rondes. On n'avait pas encore rencontré Anne Trombini et en fait, on a un certain nombre d'acteurs de ce réseau. On découvre qu'il y a un certain nombre de synergies entre des entreprises, agriculteurs, coopératives, grandes distributions, etc. Donc c'est intéressant de voir que ce réseau, vous l'avez déjà en si peu de temps, donc 2018, on est en 2022, vous l'avez déjà bien développé. Pouvez-vous nous raconter en 2 mots la création pour une agriculture du vivant ? Bonjour à tous. Donc enchantée d'être ici et de partager un peu en effet notre action pour accélérer cette transition. L'association, donc elle est née en 2018, en effet, elle est vraiment née en réalité début 2017, née de la rencontre finalement d'entreprises de l'agroalimentaire et d'agronomes comme Sébastien, et finalement d'un momentum. Parce qu'il se trouvait finalement une certaine convergence dans le constat d'un système qui arrivait un peu en bout de course. Finalement, sur le terrain, des gens comme l'APAD, tous ces agronomes qui faisaient énormément de choses et qui finalement voyaient bien l'immensité de la tâche pour arriver à accompagner et massifier cette transition pour tous les agriculteurs. Parce que c'est une nécessité absolue à la base. Et en fait, on n'est pas sur une 3e voie, on est bien sur une nécessité et il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et puis au niveau des filières, au niveau agroalimentaire, aussi un peu la sensation d'arriver un peu en fin de modèle avec une démultiplication de labels, toujours plus de contraintes, de cahiers des charges de plus en plus complexes. Finalement, assez peu de résultats sur la qualité des produits, la réponse aux attentes consommateurs et surtout aussi sur la relation avec les fournisseurs et la relation dans les filières. Et donc ces personnes se sont rencontrées et là, il y a eu quelque part une révélation sur le fait qu'il y avait peut-être un début de solution. Finalement, avec ce qu'avaient commencé ces agriculteurs, ces changements de pratiques qui permettaient à la fois d'assurer la résilience de la production, et je pense que de plus en plus, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est d'abord comment on assure l'autonomie des fermes et la résilience de la production, notre capacité à nous alimenter et à produire ce dont on a besoin, et ces fameux bénéfices environnementaux, sociétaux, dont on a besoin aussi face aux enjeux comme le changement climatique. Oui, on aura l'occasion de discuter cet après-midi dans la 2e table ronde avec certains agro-industriels. Donc, pour une agriculture du vivant, ce sont des agro-industriels qui étaient un peu au bout de leur modèle et qui ont proposé autre chose. Alors, ce n'est pas que des agro-industriels. Oui. Clairement, on a besoin des agro-industriels et c'est là où moi je suis très à l'aise pour défendre notre projet aujourd'hui pour accélérer cette transition. Mais le parti pris de l'association dès le démarrage était d'avoir une gouvernance représentative de l'ensemble des parties prenantes de cette transition. Et ça va au-delà des filières, c'est-à-dire que dans l'association, on a également l'ensemble des partenaires de l'écosystème socio-technique et financier de l'agriculture, car aujourd'hui, si on veut réussir cette transition,
on a besoin finalement d'entraîner tout le monde dans cette démarche et de susciter une convergence vers une vision partagée de l'agriculture. Et ça, c'est absolument fondamental dans le projet. Et je pense qu'on se rejoint avec tout ce qui a été dit, c'est qu'il est plus temps d'opposer les agricultures et de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'une ou chez l'autre, mais plutôt de regarder ce qui se fait de bien, comment on peut partager ces bonnes pratiques et aider tout le monde à converger, comme c'était dit tout à l'heure, entre agriculture biologique et agriculture de conservation, pour atteindre cette résilience et cet équilibre entre résilience de la production et bénéfices environnementaux. On comprend très bien l'objectif. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une collaboration avec les agriculteurs? Comment ils viennent à vous, les acteurs de l'agro-industrie ou de l'agroalimentaire ou des associations, et comment vous avez réussi sur un projet peut-être à construire un prix, à construire des contrats? Alors, en préambule, notre action aujourd'hui, en effet, elle essaie d'être collective. Donc, on va vraiment s'appuyer sur l'intelligence collective, d'où ce travail en réseau qui est absolument fondamental. Et notre rôle, c'est de créer les outils, les infrastructures, les référentiels, les projets qui vont permettre de générer ce dialogue entre les parties prenantes et de les faire converger. Donc, c'est vrai que la majorité de notre fonctionnement repose sur des projets collectifs qui vont nous servir à faire avancer les acteurs de ces projets collectifs et en même temps à capitaliser sur des outils, des bonnes pratiques qu'on va partager ensuite en open source à tout le monde. Donc un exemple de projet qu'on a lancé dès le début, donc dès 2019, c'était sur les filières culture d'industrie, donc pommes de terre et betteraves, parce qu'on avait bien conscience que ce sont des produits de masse qui sont quasiment achetés par tout le monde, où il y a assez peu de valeur, et on va y revenir sur le sujet de la valeur et du modèle économique, et où finalement le travail était assez balbutiant encore en termes de développement des pratiques. Et comme dans tous les projets qu'on monte, on va adresser à la fois l'aspect technique, agronomique et l'aspect économique, puisque notre objectif est bien d'arriver à créer les conditions de succès pour derrière faire un changement d'échelle. Donc il faut évidemment trouver des solutions techniques. Et là, on va travailler avec des partenaires techniques pour accompagner des groupements de producteurs. Donc dans ce projet Culture d'industrie sur sol vivant, il y a une centaine d'agriculteurs qui expérimentent et qui font des choses et qui sont accompagnés par des partenaires. C'est des agriculteurs qui sont bénévoles? On a commencé évidemment avec plutôt des profils pionniers, c'est-à-dire des gens convaincus par le sujet, qui faisaient déjà des choses et qui sont justement en attente d'une valorisation de leurs pratiques. Puisque aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas justement ce qu'il faut pour différencier ces bonnes pratiques. Et le label Au cœur des sols n'existait pas, notamment en 2018, et pouvoir créer de la valeur à partir de ça. Donc je vais y revenir, mais c'est un des gros volets de ce projet. Et sur le volet économique, l'objectif était justement de pouvoir rassembler dans ce projet l'ensemble des partenaires économiques. Donc on a 7 acteurs filières, on a des acteurs comme Danone, comme Système U, comme Pernod Ricard, comme Chanel, etc., qui participent, et évidemment tous les intermédiaires de la filière. Puisque bien souvent, on entend beaucoup les boîtes de l'agroalimentaire et les agriculteurs, mais tout ce maillon intermédiaire qui est essentiel dans aujourd'hui l'écosystème et dans le modèle économique doit aussi être intégré dans ces projets-là. C'est un peu inédit d'ailleurs cette présence de ce travail commun de tous les acteurs de la chaîne sur est-ce que c'est nouveau? C'est assez inédit tout simplement parce que c'est extrêmement complexe. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de dialogue et tout le travail justement est d'arriver, et c'est le préambule de tout ce qu'on fait, c'est de partager une vision commune de vers où on veut aller. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'appelle pour une agriculture du vent, c'est-à-dire que c'est pas une autre façon de faire ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est plutôt de porter un projet collectif commun, un projet de société, de reconnexion vivant qui permet à tout le monde de se projeter vers des résultats très concrets et de se dire ok, on va essayer de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Et justement, donc, en parlant de concret, ce projet avec des betteraviers ou avec vous disiez pommes de terre, des producteurs de pommes de terre, ça aboutit à quoi? Où vous en êtes où? Donc aujourd'hui, il nous reste 1 an sur le projet, donc ça fait 2 ans et demi. Donc on a beaucoup avancé, donc il y a à peu près 70 essais qui ont été mis en place par les agriculteurs. On a finalisé l'outil indice de régénération, qui est l'outil qui nous permet de créer ce dialogue entre toutes les parties prenantes, parce qu'il permet à la fois de mesurer un état d'avancement dans les champs et de commencer à créer le dialogue avec les filières et avec des financeurs pour créer de la valeur. Donc c'est un outil qui est utilisé dans les filières en termes de contractualisation sur une base de dialogue avec la production. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'avoir un cahier des charges descendant comme ce qui se fait habituellement, mais un outil systémique qui évalue la ferme et qui va entraîner un dialogue avec l'acheteur sur quelle ambition on se donne pour progresser et quels moyens économiques on met en face. Donc ces discussions, elles sont en cours aujourd'hui dans les filières du projet.
On s'est appuyé sur des études économiques. On a été voir les pionniers, regarder sur leur ferme comment ça se passe, quel impact sur les rendements, quel impact sur les coûts, quel est le niveau de prise de risque. On objective tout ça avec les intermédiaires, Cristal Union pour la betterave et les négoces de pommes de terre, pour construire une projection économique de ce que ça va coûter pour accompagner cette transition et à terme construire le juste prix de cette transition. Et donc aujourd'hui, on est dans cette phase de dialogue, parce qu'évidemment, ça nécessite beaucoup de compréhension pour arriver à accepter qu'il y a un impact sur le prix, sur le coût. Donc c'est beaucoup d'échanges entre les différentes parties prenantes, c'est beaucoup de formation au niveau de l'agroalimentaire, pour que les acheteurs comprennent ce que ça implique et pourquoi, le cas échéant, il y a un surcoût. Et pour aboutir à des contrats, puisque l'objectif, on a démarré avec 100 agriculteurs, l'objectif chez Cristal Union, c'est de viser les 10 000. Et quand je dis viser 10 000, ça ne veut pas dire viser 10 000 là, parce qu'on l'a dit, ça reste une agriculture de pionniers, de gens très compétents. Nous, notre objectif, c'est d'emmener un maximum de gens dans cette démarche de progrès, le plus loin possible, mais en étant très réaliste sur le fait que la betterave, il y a aussi des contraintes techniques et qu'on ne peut pas viser non plus du semi-direct sous couvert. D'accord. Mais là, dans cette phase de transition, où les agriculteurs partenaires, les 100 agriculteurs dont vous parlez, vont prendre des risques. Tout à fait. Aujourd'hui, ils prennent des risques. Dans le cadre du projet, les filières participent activement en finançant le projet. Et le projet permet de financer l'accompagnement technique, permet de financer un certain nombre de ressources. Voilà, toute la dimension d'un projet, je peux donner le prix, parce que c'est quand même des projets conséquents. On est sur 900 000 euros sur 3 ans. Donc c'est des projets conséquents en termes de gestion, qui sont notamment financés par les filières. Donc tout ce travail d'étude, de compréhension est financé par les filières. L'objectif étant d'aboutir à des contrats pour qu'au bout de 3 ans, quelque part, les acteurs soient autonomes dans un déploiement, dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie de toute façon depuis le début. D'accord, avec peut-être un prix qui aura été c'est l'objectif d'arriver, comme dans toute négociation, à un accord entre les différentes parties prenantes sur le juste prix d'accompagnement de cette transition. D'accord, très bien. Où en est le statut de paysan-chercheur pour lequel vous travaillez ? Alors, le statut de paysan-chercheur, ça fait partie vraiment des actions extrêmement complémentaires à cette dynamique filière. C'est qu'on n'est pas des bisounours. On connaît la réalité de notre monde économique, et notamment en ce moment, qui complexifie aussi les relations dans les filières. Et qu'aujourd'hui, cette transition, elle induit des investissements, elle induit du risque. Et qu'il faut aussi développer un certain nombre de solutions de financement pour accompagner tout ça. Donc, on a aussi une action auprès du monde financier et des pouvoirs publics pour essayer aussi de faire converger ces acteurs pour qu'ils utilisent les mêmes outils et finalement que leurs solutions de financement viennent s'additionner. Le statut de paysan-chercheur en particulier, il est né de la rencontre d'un échange entre nous et Letton, qui est un cabinet qui développe des solutions d'optimisation, notamment fiscale et d'accompagnement, donc ils découvraient l'agriculture et je leur exprimais que justement, souvent, il y a beaucoup de solutions de financement pour les débutants. Tous les appels à projets publics, en général, c'est plutôt pour soit vraiment des choses très très innovantes, soit pour les débutants, pour les aider à y aller. Et que finalement, les pionniers, comme les gens de la PAD, il n'y a rien. Voilà. Et c'est là qu'est née du coup l'idée de finalement rendre éligibles les agriculteurs au crédit impôt recherche. Alors je crois que c'était une idée qui avait déjà été évoquée par d'autres au préalable. Et donc ils ont monté le dossier, on les a mis en relation avec un GI2E qui était dans notre réseau pour qu'ils comprennent de quoi ils retournaient, où était la notion de R&D dans le travail d'un agriculteur qui teste des choses dans son champ. Et ils ont construit tout le dossier qu'on a déposé à l'administration fiscale sous le nom statut de paysan-chercheur, qui n'est pas anodin, puisque c'est à la fois une reconnaissance financière, mais c'est aussi une reconnaissance verbale du travail et du rôle sociétal de ces pionniers. Une agricultrice comme Diane Mazure, elle pourra prétendre à dans ce avoir cadre-là. le statut, une revalorisation. Et l'objectif était, parce qu'on a aussi conscience que les agriculteurs n'ont pas que ça à faire, de créer un dispositif quasi automatisé, le plus simple possible. Donc on a fait valider l'administration fiscale, donc ça s'est fait le dossier, en tout cas la procédure, et derrière l'objectif est de l'automatiser par les collectifs. Donc on s'appuie aussi sur ce qui existe déjà, les GI2E, les associations, les groupes comme la PAD, etc., pour faciliter l'accès à ces dispositifs. Et je précise que le coût de mise en œuvre du dispositif soit payé par l'agriculteur une fois qu'il a touché les fonds. Donc ça, c'était aussi une des conditions qu'on met sur ce type de financement. On leur explique que l'intérêt est de ne pas avancer l'argent. Donc aujourd'hui, le dispositif est en cours de déploiement. Donc les agriculteurs sont un peu frileux, certains, ils posent beaucoup de questions, où est le piège, etc.
C'est comme pour n'importe quelle entreprise, hein, il y aura des analyses de l'administration fiscale pour vérifier, donc le dossier doit être solide. Mais aujourd'hui, il y a énormément de choses à prouver sur tout ce qui est fait dans les champs. Oui, tout reste à faire encore. Donc, si Tout je à fait, comprends c'est bien. que le début. Je vais passer à Pauline Avila. Pauline, vous êtes ingénieure agronome, chargée de mission du projet accélérateur de l'agriculture régénératrice des sols du Sud-Ouest, chez Agri Sud-Ouest Innovation. Donc, est-ce Oui, que vous c'est pouvez ça. nous expliquer, oui, c'est un long, un long Un intitulé, rallonge. mais qui dit bien ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots le pôle de compétitivité, comment votre écosystème et vous, comment vous intégrez votre recherche sur l'agriculture régénératrice dans cet écosystème? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'opportunité de présenter le pôle et de parler d'agriculture régénératrice aujourd'hui. Alors, le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Si vous voulez, on est une structure donc associative qui est ancrée dans le Sud-Ouest, sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et on rayonne au niveau national européen dans le sens où on est impliqué dans des projets qui sont sur ces échelles-là. On a 2 grands rôles. Bien sûr, le premier, c'est de fédérer un réseau. Donc, en fait, on a 420 adhérents qui sont directement cotisants à l'association. Dans ces adhérents, on a à peu près toutes les structures du monde agricole du Sud-Ouest, de la start-up à la plus grosse entreprise, les coopératives, les chambres d'agriculture, etc. Et donc, l'idée, c'est de fédérer ce réseau en liant le monde économique, le monde agricole et le monde de la recherche, dans le but qu'ils travaillent ensemble pour concrétiser des projets et les mettre en place sur le territoire. Donc ça passe déjà par le conseil. Donc on a certains de mes collègues qui sont spécialisés sur certains sujets, qui vont aller accompagner la concrétisation de projets sur les points de vue financement, sur les points de vue marketing, etc. On a une partie événementielle, donc on est sur un rythme assez soutenu de 80 événements à l'année. Donc ça passe par des webinaires, des journées techniques sur des sujets agricoles. Et enfin, on a une partie où on a un rôle de lanceur de dynamique et d'initiative, comme celle sur laquelle je travaille, qui s'appelle Sol Novo. Et donc Sol Novo, c'est une initiative qui est centrée sur l'agriculture régénératrice des sols. Donc là, encore une fois, je pense qu'on y reviendra. Mais, oui, si vous pouvez nous donner dès maintenant votre définition de la l'agriculture définition tout de suite. régénératrice. Donc encore une fois, je pense que ça a été bien exprimé, le fait que c'est un peu pas la façon la plus pertinente de choisir une définition et de rester borné sur celle-ci. L'idée, c'est qu'on est tous d'accord sur ce qu'on veut obtenir en termes d'agriculture. Et donc la définition en soi, elle importe peu, je trouve. Mais c'est important puisqu'aujourd'hui, c'est la thématique. Notre définition d'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui est basée sur 3 piliers, qui est largement inspirée de l'agriculture de conservation des sols, mais c'est tout à fait assumé. Donc diversification, logement de la rotation culturelle, couverture permanente des sols et limitation du travail du sol. Et en fait, ce qu'on a beaucoup apprécié dans la terminologie agriculture régénératrice, c'est le fait que... Si vous pouvez parler un peu plus près du micro. Ouais, Comme merci. ça. Oui. Ok, je ne me rends pas Oui. compte. C'est le fait Oui, non, qu'on avait le sentiment qu'on prenait toutes les étapes pour arriver jusqu'à un modèle le plus performant et résilient possible. Et donc en fait, dans agriculture régénératrice, on n'est pas forcément tout de suite sur un modèle agricole où les 3 piliers, les 3 principes vont être appliqués tout de suite. Donc du jour au lendemain, on diversifie sa rotation, on arrête le travail du sol et on intègre des couverts, étant donné qu'on, vous l'avez déjà dit, c'est extrêmement complexe. Là, dans la terminologie agriculture régénératrice, on avait le sentiment avec le comité de pilotage du projet qu'on prenait en compte ces différentes étapes pour arriver à terme à l'application des 3 principes, mais de façon simultanée. Donc c'est presque une étape intermédiaire entre une agriculture de départ, on va dire lambda, et puis l'ACS. Quelque part, l'ACS, On peut le voir comme ça. Oui, tout à fait. On peut le voir comme ça. Après, c'est vrai que le côté agriculture régénératrice, ça permettait de prendre en compte toutes les filières et de ne pas forcément uniquement parler de grandes cultures ou d'élevage. Donc, parce que dans le cadre de Sol Novo, on s'intéresse à l'accompagnement de collectifs d'agriculteurs pour les mêmes raisons que vous avez citées. Hein. Une transition, c'est bien plus pertinent et facile, je prends des guillemets, à plusieurs que de le faire tout seul dans son coin. Donc on s'intéresse à l'accompagnement de collectifs de 15 à 30 agriculteurs environ, mais sur toutes les filières.
Donc viticulture, arbo, maraîchage, système herbager avec une majorité de prairies aussi. Donc on est sur quelque chose de plutôt diversifié et ouvert au niveau des filières. Donc vous êtes peut-être un peu plus inclusif, vous acceptez, on va dire, des agriculteurs de toutes les filières, de tous les niveaux. C'est peut-être moins, il y a moins d'exigences, on comprend à ce que vous dites, technique, que l'agriculture de conservation des sols. En termes d'image, je comprends aussi sur le terme régénératif. Est-ce que ça implique quelque chose, vous, derrière, dans le modèle économique, peut-être avec vos investisseurs ou avec vos partenaires ? Alors c'est vrai que le terme régénératif est beaucoup plus, peut-être plus parlant. C'est pas du tout le moteur du choix de la définition qu'on a effectué. Hein. Après au niveau des financeurs, et ça je pense que vous l'avez tous remarqué, et vous l'avez pas mal introduit au début. C'est vrai qu'on a des problématiques d'agriculture de conservation qui est malheureusement trop rapidement liée au glyphosate. Alors qu'on est tous d'accord sur le fait que agriculture de conservation ne veut pas dire glyphosate. Et pour avoir travaillé en chambre d'agriculture dans les Landes, sur des systèmes, pour le coup, en maïs, on reste sur le département qui est très, très connu pour ses cultures de maïs, où donc, je travaillais avec des agriculteurs qui pratiquaient le semi-direct sous couvert, donc une des pratiques de l'agriculture de conservation. Et de façon personnelle et de l'expérience que j'ai, aucun agriculteur utilise le glyphosate par principe ou par conviction. Donc l'idée, c'est que on trouve dommage qu'il y ait une réduction derrière aussi l'agriculture de conservation uniquement pour l'utilisation d'un outil de désherbage. D'accord. Donc il y a quand même, les mots sont importants pour vous. Oui, les mots sont importants. Il y a du marketing déjà aussi dans l'utilisation de ce mot dans votre pôle. D'accord. Vous pouvez nous donner un exemple peut-être d'accompagnement d'un groupe d'agriculteurs d'où vous partez, où vous allez ? Alors pour le coup, donc Agri Sud-Ouest Innovation, on travaille sur le programme, comme je l'ai dit, Sol Novo, où là, on va partir sur la création d'un cadre d'accompagnement, donc avec des volets formation, des volets financement, pour aller accompagner les agriculteurs sur 5 ans au moment de leur transition. Et il y a une deuxième entité du programme qui vise plutôt à acquérir des données technico-économiques sur ce que c'est la transition sur certains indicateurs. Et donc derrière, de pouvoir tirer des conclusions précises sur les impacts positifs comme négatifs, dans certains cas, qu'une transition peut avoir sur le terrain. Merci. Je repasse à Diane Mazure, qui, je pense, bouillonne depuis tout à l'heure. Diane, on entend parler d'ACS, tous nos invités parlent d'ACS, on voit que c'est quand même un peu le modèle à aller chercher, etc. Et en même temps, on parle maintenant d'agriculture régénératrice à la place de l'ACS, on sent bien. Comment vous vivez ça ? Peut-être à la patte, comment vous en parlez ? Est-ce que c'est une opportunité pour l'ACS, peut-être de se développer, peut-être avec un pool d'agriculteurs qui va aller vers cette agriculture qui n'y serait peut-être pas allée au départ, ou est-ce que c'est un peu un danger pour vous ? Comment vous le sentez ? Bon, alors bien sûr, ça marche. Entre agriculture de conservation des sols et agriculture régénératrice, c'est sûr que le concept marketing, il est meilleur sur le terme. C'est triste, mais c'est comme ça. En plus, il y a eu Regeneration International, ça fait américain, c'est bien vu, etc. Moi, ce qui me fait peur en entendant ce que vous dites en tant qu'agriculteur, tout à l'heure, M. Dubois a parlé de fusion entre agriculture biologique et agriculture conservation des sols. Là, vous venez parler on prend les différentes techniques séparément. Pour nous, l'agriculture conservation des sols, elle a sa synergie parce qu'il y a les 3 piliers, couverture du sol, non-travail du sol et puis diversité qui sont ensemble. Et on a bien, et ça a été vérifié scientifiquement, la synergie, c'est ça qui fait qu'on a le maximum de services écosystémiques. Moi, ce qui me fait très peur dans le travail de malgré tout gérer une certaine confusion, ou de fusion ou de confusion, c'est que l'agriculteur, il va se retrouver ne jamais bien faire. Il va utiliser des phytos parce qu'il en aura besoin et on va lui dire pourquoi tu n'es pas bio ? Et pourquoi tu utilises des phytos ? Il va se mettre à travailler le sol et on va lui dire les pauvres vers de terre, ils sont tous en train de mourir et tu libères du carbone et tu tues la biodiversité des sols. Et c'est vrai. Et en fait, moi, je vous ai dit, si j'ai commencé à m'engager, c'était sur cette détresse humaine de l'agriculteur, c'est qu'on ne fait jamais bien.
L'avantage de l'agriculture de conservation des sols, c'est qu'au moins elle était super bien définie et on sait que les services écosystémiques y sont clairs. Il y a cette horrible dépendance du glyphosate qui n'est, comme c'est bien indiqué, hein, ce n'est pas l'objectif, sauf qu'aujourd'hui, il y a la plateforme Cassis à Dijon qui teste un système ACS sans phyto. J'y suis allé il y a un mois et j'ai vu une parcelle de colza où il n'y avait pas de pied de colza. Donc voilà. Solution ACS, la PAD a mis en place vous pourrez y aller. Hein. Solution ACS a mis en place un système d'expérimentation où on sait que sans travail du sol, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et de l'agriculture de conservation des sols avec du travail du sol n'est plus de l'agriculture de conservation des sols puisque c'est la synergie des 3 piliers. Je crois que je l'ai déjà dit. Et puis, sur le glyphosate, ce qui fait très peur en tant qu'agriculteur, c'est que le glyphosate, mais je pourrais parler du bio aussi, hein, c'est qu'on est dépendant. L'agriculture est un tremplin politique. Vous voyez qu'il y a une nouvelle première ministre qui apparaît et on nous dit sa position sur le glyphosate. Pareil pour d'ailleurs notre nouvelle ministre de l'Environnement. Et quand vous êtes agriculteur, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Vous avez fait des investissements, vous avez pris des risques, vous avez changé votre paradigme, on parle bien de paradigme, hein, vous avez changé tout votre système d'exploitation et vous ne savez pas où vous allez en fonction de, un petit changement de politique, un changement, là on va peut-être rechanger de ministre avec un S, et peut-être qu'il y aura une nouvelle donne, il faudra réfléchir autrement. Quand j'ai parlé du bio, hein, puisque sur le bio, il y a, en fonction des régions, vous avez une prime pour le maintien ou pas. Eh bien, une prime pour le maintien ou pas, ça, dans un système économique d'une exploitation, eh bien, ça joue. Et c'est très important. Donc voilà, c'est toute cette histoire de confusion qui, moi, me fait peur, humainement parlant. Et je vous ai dit, hein, c'est ça qui m'a fait aller dans cette démarche de parler. Merci Diane. Ensuite, j'ai un truc à dire. Oui, encore une dernière chose. Et en fait, après, justement, mon dernier truc à dire, c'était de parler on parle bien de paradigme, on parle d'exploitation. Et jusqu'à maintenant, là, vous parliez de filière. Et c'est très important pour moi qu'on considère bien l'exploitation dans son ensemble. C'est un peu, alors je vais vendre mon label au cœur des sols. Hein. Le label au cœur des sols, c'est bien l'exploitation qui s'est engagée dans une certaine démarche. Et je trouve un peu dommage que Laval ne reconnaissent pas justement les initiatives de l'amont. C'est très bien, hein, je veux dire, je suis hyper contente qu'on parle du sol, hein, j'y croyais pas, hein, quand en 2000 je faisais un cours, j'étais la seule à parler du sol, dans les milieux où j'étais. Je suis contente qu'on parle des sols, je suis hyper contente qu'on parle d'agriculture de conservation des sols, alors reconnaissons que les agriculteurs ont une démarche active, reconnaissons aussi qu'ils ont aussi mis en place un label, qu'on peut reconnaître, hein, ça ne change rien de le reconnaître, et puis... oui. En fait, c'est tout. Reconnaissez bien les initiatives des agriculteurs. Une dernière petite remarque. Donc, je pense que Sébastien Oumégous voulait certainement réagir là-dessus et Anne Trombini aussi, bien sûr. Oui. Si vous pouvez être concis. Oui, je vais essayer d'être concis, mais c'est quand même important et je pense que ça en dit long sur la société qu'on peut faire advenir. Je vais mettre un pavé dans la mare. Glyphosate, pas glyphosate. Moi, je dois être à plusieurs, je pense que j'ai dû largement dépasser le millier de profils culturels que j'ai fait. Les sols les plus vivants, avec le plus de biodiversité de ma carrière, c'est des sols en agriculture de conservation avec glyphosate. J'ai vu des parcelles viticoles avec des super couverts végétaux, des systèmes très simples en plus économiquement, un Saint-Fouin, pérenne, couché au rouleau faca une fois par an, glyphosate sur la ligne, 12-13 vers de terre par bêcher à la bonne période d'observation. Donc ça, c'est une réalité. Et on parle souvent dans les médias, etc., de la société des faits et la société de l'opinion. Tout le monde a une opinion sur tout, mais moi, les faits scientifiques et techniques, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers se départir des produits chimiques. Moi, j'en serais le premier heureux. Hein. Une partie de mon alimentation est bio, ma famille fait du bio, donc autant vous dire que si on peut arriver à s'en départir, c'est bien. Mais la question, c'est le rapport coût-bénéfice et qu'est-ce que ça fait en termes de faisabilité. Si on cherche de la biodiversité, si on cherche un système puissant d'un point de vue biodiversité, moi très sincèrement, le glyphosate qui bloque la photosynthèse, certes ça peut faire des choses sublétales, ça peut affecter la fertilité éventuellement de certains autres organismes, mais quand on ne fait pas de photosynthèse, on va l'épurer, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait ça ne va pas être létal, normalement. Voilà. Contrairement à d'autres choses comme les néonicotinoïdes, où ça peut être létal, c'est pas la même chose, on met tout dans le même panier. Donc je pense que c'est extrêmement important de venir comprendre qu'il y a les faits et les opinions, et moi la peur et la crainte que j'ai, et c'est vrai dans tous les sens, il faudrait revenir aux faits.